Le deuxième élément essentiel, le deuxième texte fondateur sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est le Convent de Lausanne. Chacun sait que le Convent de Lausanne a été réuni pour régler le problème de savoir si l'on mettrait la Bible, si l'on garderait la Bible et l'invocation au grand architecte de l'univers. C'est en 1875. Ce sont les loges et le Suprême Conseil de France qui géraient les degrés du 4e au 33e, qui géraient tout cela. Deux notions que certains ont peut-être oubliées. À cette époque, la Bible était présente sur les autels du Grand Orient de France. Elle n'était pas présente sur les autels des loges de la Grande Loge de France. Elle n'était mise qu'en 1953. Je vous laisse méditer la divergence entre les deux obédiences. Par contre, le grand architecte de l'univers était invoqué à l'ouverture des travaux. Le Convent de Lausanne a été convoqué pour traiter ce problème, mais pour en traiter d'autres aussi. Et ces autres problèmes sont bien évoqués par, vous savez, dans une tenue maçonnique, il y a beaucoup de rituels, beaucoup de phrases, etc. Par la réponse qu'a fait le grand chancelier du Suprême Conseil de France, c'est-à-dire celui qui gère les relations extérieures, comme ça se passait à Lausanne, c'est le président du Suprême Conseil de Suisse qui présidait les débats, et c'est le grand chancelier du Suprême Conseil de France, la plus ancienne structure initiatique, qui lui a répondu. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qu'est-ce qu'a répondu le très illustre frère Georges Guiffret, dont on peut retenir le nom? Il a dit ceci: nous nous levons. C'est le Suprême Conseil de France, pour ceux qui sont maçons, vous allez voir. Nous nous levons au nom de la conscience, au nom de la libre pensée. Aujourd'hui, on dirait plutôt au nom de la pensée libre, puisqu'il y a une organisation qui s'appelle la libre pensée, qui ne correspond pas du tout à la démarche maçonnique. Mais à l'époque, le texte est historique, nous nous levons au nom de la conscience, au nom de la libre pensée, prenons l'engagement de répandre l'instruction et la science autour de nous. Pas de répandre l'initiation. Prenons l'engagement de répandre l'instruction et la science autour de nous. Seul moyen d'apprendre aux hommes à connaître leurs droits et leurs devoirs. On ne peut pas être plus clair. Pour le Suprême Conseil de France, en 1875, l'élément essentiel de la démarche initiatique, c'est toujours de travailler à la gloire du grand architecte de l'univers en lui donnant une autre acception, chose que tous les maçons connaissent, mais c'est bien de répandre l'instruction et la science autour de nous. Et c'est le grand chancelier, le très illustre frère Georges Guiffret, qui l'a dit, qui l'a écrit, et vous pouvez trouver la source très précisément à la bibliothèque de la Grande Loge de France. Là aussi, donc, il s'agit très clairement de travailler dans la cité. Les textes initiaux qui nous sont parvenus, là aussi, méritent un peu d'attention. Les textes initiaux, ce sont ceux du Moyen-Âge. Ces textes initiaux dérivent des statuts chauds qui sont en 1588 les statuts des corporations de bâtisseurs d'un certain Chaud, qui était l'intendant général des bâtiments du royaume d'Écosse. Et il y a un manuscrit, qui est le manuscrit Regius, qui date de 1390. À l'époque de cette filiation mythique, mais à l'époque où nous en referons, de quoi était-il question? Il était question d'instruire à ce noble art de construire, puis d'apprendre à respecter, puis à connaître le grand art du géomètre, la science et le noble esprit. Il s'agissait donc bien d'agir, de construire, et pour cela d'apprendre. Et non pas d'apprendre des doctrines ésotériques, initiatiques un peu fumeuses, non, d'apprendre des choses bien précises, la géométrie, pour s'en servir à l'extérieur. Et en même temps, il y avait dans cette démarche une démarche qui était une démarche éthique, dont nous nous sommes toujours inspirés, qui est toujours au cœur de la démarche maçonnique. Vous trouverez dans ce texte cette mention superbe en parlant de la corporation, régie par les textes fondateurs, la corporation dont l'honneur est d'être intègre. La démarche éthique était déjà au cœur de la démarche. Alors si on se fixe sur des philosophes qui ne sont pas maçons, mais qui ont inspiré la franc-maçonnerie, vous trouverez un certain nombre de textes qui ne dépareraient pas nos rituels maçonniques. Michel de Montaigne, par exemple. Michel de Montaigne qui refuse strictement le dogmatisme. Pour quelques citations, peut-être simplement.
Michel de Montaigne, dont la devise était « Que sais-je » dont la devise n'était pas « Credo ». Credo, c'est une devise religieuse, c'est même pas une devise, je crois quelque chose. Pour Montaigne, c'est « Que sais-je » Montaigne refusait la certitude. Il ne refusait pas de chercher la vérité. Petite citation dans des essais. « Tant il y a que je me contredis bien à l'aventure, mais la vérité, comme disait Desmades, je ne la contredis point. » Mais pour Montaigne, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que la recherche de la vérité qui soit possible, et la recherche de la vérité, c'est bien ce qui est au cœur de la démarche maçonnique. Car Montaigne est très relativiste, et il nous dira quelque part plus tard, l'impression de la certitude, si vous n'étiez pas convaincu de ce que je dis, l'impression de la certitude est un certain témoignage de folie et d'incertitude extrême. On mettrait ça dans un rituel maçonnique, ça ne me dérangerait pas du tout. Spinoza. Pour Spinoza, quelques phrases, mais qui sont aussi fondamentales. Pour Spinoza, contrairement à Platon, il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas une essence de l'homme quelque part. Bien au contraire, pour Spinoza, c'est dans l'éthique. Nous désirons nous former une idée de l'homme qui soit comme un modèle de la nature humaine auquel nous puissions nous référer. Et plus loin, il va dire, de nous rapprocher toujours plus du modèle de la nature humaine que nous nous proposons de réaliser. C'est-à-dire qu'il est bien au clair qu'il ne s'agit pas de ressembler à un modèle qui serait donné par avance, dans un espace divin que l'on pourrait comprendre. Il s'agit bien de se fixer nous-mêmes le propre modèle de la nature humaine à laquelle nous désirons ressembler. La démarche maçonnique, c'est bien de se proposer un modèle et d'essayer d'y arriver. Mais ce modèle, c'est bien l'homme, c'est bien le maçon qui essaie de le construire et qui se propose ensuite d'y arriver. Quelque part, cette démarche, c'est tout simplement d'être architecte de soi-même, de chercher à se construire, puis de chercher à construire la société. C'est bien le sens de la démarche maçonnique. Enfin, en ce qui concerne l'universalité, je pense que je m'arrêterai là, parce que le temps passe. Oh, c'est sur Kant. Vous connaissez tous les formules de Kant. Certaines sont dans nos rituels. Elles sont malheureusement incomplètement dans nos rituels. Vous savez bien qu'il est question pour Kant de toujours traiter l'homme comme une fin et jamais comme un moyen, mais la phrase complète est très intéressante. La phrase complète est la suivante. L'humanité elle-même est une dignité. Il s'agit bien de dignité. Car l'homme ne peut être utilisé par aucun homme, ni par d'autres, et ce qu'on oublie souvent, ni même par lui-même. Simplement comme moyen, mais il faut qu'il le soit en même temps comme une fin, et c'est en cela précisément que consiste sa dignité, grâce à laquelle il s'élève au-dessus de tous les êtres du monde. L'universalisme kantien se fonde sur cette phrase, et l'universalisme maçonnique se fonde également sur cette phrase. Aucun homme ne peut être utilisé par qui que ce soit, ni même par lui-même, comme un moyen. Cela veut dire que, des circonstances très concrètes, il n'est pas possible à un homme ou à une femme de se rendre esclave elle-même volontairement. Vous transposez ça dans la société moderne et dans quelques débats qui ont eu lieu l'année dernière. La burqa, par exemple. Eh bien, l'universalisme maçonnique répond très précisément à la question, et l'universalisme kantien aussi. On ne peut pas, même volontairement, s'utiliser comme un moyen. On ne peut pas être esclave même de soi-même. À partir de là, on pourrait poursuivre la lecture de multiples grands textes. Peut-être simplement ces trois-là. Refuser comme Montaigne le schéma simpliste du credo, pour préférer la quête du sens du que sais-je, c'est parfaitement maçonnique, la quête du sens. Choisir comme Spinoza la raison, car Spinoza choisit la raison et exclusivement la raison, et donc l'outillage rationnel c'est dans le texte, mes frères aussi, pour conduire sa vie et celle des autres hommes, fonder la réflexion éthique sur une loi universelle, la morale, gravée dans le cœur de tout homme, et affirmer comme Kant la primauté de la liberté, celle de la volonté et celle de la pensée, eh bien tout cela est au fond extrêmement maçonnique,
et cela préfigure exactement tout ce qui figure dans nos rituels, et qui permet de comprendre que le franc-maçon se doit de suivre une démarche initiatique dans la loge, mais de poursuivre à l'extérieur une démarche initiatique. Au total, il n'y a pas des francs-maçons qui soient initiés dans leur loge et qui ne font rien à l'extérieur. Il n'y a pas non plus des francs-maçons qui n'agissent qu'à l'extérieur et qui ne font pas de démarche initiatique dans la loge. Il y a des francs-maçons qui se doivent d'être des citoyens dans la loge et d'être des initiés dans la cité. Vénérable maître, J.